Et bien entendu, le sacré n'est pas toujours le même, mais l'homme a toujours respecté. Et lorsque une puissance détruisait ce que l'homme avait à un moment dans une société, à une époque, appelé le sacré, alors l'homme vénérait, respectait cette nouvelle force qui avait manifesté qu'elle était plus forte. C'est-à-dire que c'était un sacré qui était plus sacré que l'autre. Et c'est un des aspects qui est très grave dans notre société, c'est que la technique, ayant détruit tout ce que l'homme considérait ou appelait le sacré, dans la nature, etc., eh bien l'homme est spontanément amené à regarder la technique comme du sacré. C'est ça qui est l'élément extrêmement grave. Alors, le sacré autrefois était toujours dans la nature, et maintenant la nature elle est tout à fait désacralisée, et c'est la technique qui apparaît à l'homme moderne comme du sacré. Je pense à ce scandale chaque fois qu'il y a une manifestation dans les rues. Eh bien, ce qui scandalise vraiment les gens, c'est quand les manifestants brûlent une automobile. Alors ça, c'est la destruction d'un objet sacré, absolument. Alors, ici, je suis chrétien, mais je suis obligé, évidemment, de faire un mea culpa, parce que ce qui a commencé à désacraliser dans le monde occidental, ce n'est pas la technique, c'est le christianisme. Le christianisme a détruit le sacré naturel en disant aux hommes, mais non, tout ce que vous preniez pour sacré, les bois, les étoiles, les sources, ce n'est pas du sacré. C'est pas du sacré. Mais alors, à partir du moment où les choses ne sont plus sacrées, on peut en faire ce qu'on veut. À partir du moment, et nous voyons les problèmes moraux, je vais poser un problème moral, où la vie n'est plus sacrée. On peut en faire ce qu'on veut. À partir du moment où le plus grand tabou de tous, qui était le tabou de l'inceste, dans toutes les sociétés, n'est plus considéré comme sacré. C'était des croyances anciennes, etc., etc. Mais on peut faire ce qu'on veut. Moralement, il n'y a plus de limite. Alors, s'il n'y a plus de limite morale, s'il n'y a plus cette barrière du sacré, la technique envahit tout, puisqu'on peut tout utiliser. Pourquoi ne l'utiliserait-on pas? C'est ça la grande question. Ce que la vie n'est plus sacrée, eh bien, mais on peut utiliser les embryons, des morceaux d'embryons, on peut facilement prendre des organes de quelqu'un qui vient d'être accidenté, etc. La vie n'est plus sacrée. Mais il ne faut pas oublier que c'était la même idée qu'il y avait chez Hitler. La vie n'était plus sacrée. Et la technique, alors, a la porte ouverte. Elle peut entrer partout. Alors, moi je ne considère effectivement rien comme sacré, dans la mesure où rien parmi les choses matérielles n'est sacré, dans la mesure où la Bible me dit que c'est une création. Mais alors, je pense qu'une foi chrétienne remplace le sacré par le respect que l'on doit à la création de Dieu. Du moment
que c'est Dieu qui l'a créé, je n'ai pas le droit d'en faire n'importe quoi. Je dois le respecter parce que ça vient de Dieu. Dieu me l'a confié et je dois lui remettre quelque chose en bon état. Et je dois aussi transmettre à mes descendants, à mes enfants, à mes petits-enfants, un monde comme Dieu l'a créé en bon état, vivable, vivable. C'est pour ça que, pour moi, il n'y a rien de sacré, mais par contre, il y a des choses que je n'ai pas le droit, parce que ça appartient à Dieu, de prendre dans ma possession. Et il y a aussi ce que Dieu met à part pour son service, et qui est autre chose que le sacré, qui est saint. Alors, la sainteté, c'est autre chose que le sacré. La sainteté, c'est ce que Dieu met à part pour son service. Quand nous disons que le peuple d'Israël était le peuple saint, on ne dit pas qu'il était le peuple sacré. Il était le peuple saint parce qu'il était voué pour le service de Dieu. Voilà. Oui, alors, on ne peut pas prendre l'attitude étroite et fermée du catholicisme traditionnel, n'est-ce pas, qui dit à partir du moment où la fécondation a lieu, c'est un être humain potentiel, on ne doit donc pas y toucher. Bon. Ça, je crois que c'est du légalisme, ce n'est pas du christianisme. Mais il faut toujours être à la fois très prudent, et puis il faut aussi mesurer le prix. J'ai parlé déjà de cette question du prix, et je vous donne alors un exemple qui n'est pas directement le problème des embryons. Un de mes très bons amis est a été un très très grand chirurgien, et dans une discussion que l'on avait sur ces problèmes de la technique, les progrès de la technique, et on lui a dit, mais enfin, voyons, vous qui êtes un grand chirurgien, vous savez bien tous les progrès de la technique chirurgicale, etc. Et c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Et il a dit, bien entendu, je connais très bien les progrès de la technique médicale, mais est-ce que vous vous posez la question? Nous pouvons par exemple remplacer un cœur, remplacer un foie, remplacer des reins, mais d'où viennent ces reins, ce cœur, ces poumons, d'où viennent-ils? Il faut qu'ils soient sains, il faut qu'ils soient en bon état, et pas atteint d'une maladie, il faut qu'ils soient frais. Alors il n'y a qu'une véritable source, ce sont les accidents d'automobile. Alors si vous voulez multiplier ces opérations, il faut multiplier les accidents d'automobile. Si vous voulez diminuer les accidents d'automobile, vous diminuerez les remplacements de ces opérations magnifiques. Alors, évidemment, tout le monde a été un peu étonné, un peu choqué, mais avec son humour, il posait une vraie question. Et pour les embryons, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si vraiment on se trouve en présence de cas extrêmement tragiques, que l'on puisse utiliser telle ou telle méthode qui soulève des problèmes sexuels, etc. Oui, bien sûr. Je pense ici, à Bordeaux, j'ai été au début le premier à demander que dans notre clinique protestante, on crée un centre
d'interruption de la grossesse, d'avortement. Bon. Mais avec beaucoup de précautions. C'est-à-dire qu'on demandait, on étudiait le cas de la femme qui voulait être avortée et on examinait au point de vue psychologique, au point de vue social, les problèmes de son logement, les problèmes de sa famille. Il est évident que si c'était une femme qui avait déjà 5 ou 6 enfants, bon, ça se justifiait. Que si c'était une femme qui avait une mauvaise santé, ça se justifiait. Mais on examinait de toutes les façons le cas de cette femme et combien de fois il nous est arrivé de refuser. Par exemple, je me rappelle une jeune femme qui était venue demander un avortement parce qu'elle devait aller faire du ski en haute montagne et que avec sa grossesse, elle ne pouvait pas. Alors, simplement pour pouvoir faire du ski, il fallait qu'elle avorte. Bon, eh bien, nous avons refusé. Donc, il faut réfléchir sur chaque cas. Et en plus, se rappeler que les conséquences ne sont jamais innocentes. C'est-à-dire que nous nous sommes rendus compte très souvent qu'une femme qui avait demandé l'avortement, quand l'avortement avait eu lieu, alors psychologiquement, c'était une cassure terrible chez elle. Et il fallait la suivre psychologiquement. Il fallait qu'elle ait quelqu'un qui continue à la visiter, qui continue à s'occuper d'elle, etc., etc., parce que, en dehors de ceux qui avaient pratiqué l'avortement, eh bien, il fallait que l'on l'aide, qu'on l'aide, cette femme. Eh bien, tous les problèmes de la génétique sont de ce genre. C'est-à-dire qu'en effet, nous revenons à la question du début, on est obligé de se comporter comme un sujet. Il n'y a pas de règle générale. Il n'y a pas de règle générale concernant les opérations d'embryons, etc., etc. Je crois qu'il faut beaucoup de bon sens, par exemple. Je crois qu'il faudrait dire non radicalement au clonage et au clonage multiplié. Là, il faut dire nettement non, mais il faut étudier chaque cas. Et chaque cas doit être examiné, alors non pas par une commission nationale d'éthique dont personne d'ailleurs n'écoute les avis, mais localement sur le terrain, dans le laboratoire où le travail se fait. Il faut que les gens soient conscients de ce qu'ils font et responsables. Eh bien, d'abord, je suis historien, et je voudrais répéter ce que j'ai dit bien souvent, c'est que je ne suis pas réactionnaire et que je ne souhaiterais pas du tout vivre au Moyen-Âge plutôt que maintenant. Je sais très bien que la vie du Moyen-Âge n'était pas plus drôle que notre vie actuelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les hommes des sociétés anciennes avaient leurs problèmes, leurs difficultés, qu'ils avaient trouvé des moyens pour y répondre, mais que les moyens pour répondre aux difficultés d'un homme du Moyen-Âge ou de la société grecque ou de la société romaine ne nous servent absolument plus aujourd'hui parce que ce ne sont plus nos problèmes. Et de même qu'ils ont trouvé des moyens autrefois pour leurs problèmes, nous avons à trouver nos moyens pour nos problèmes. Alors, leur morale, elle était faite par rapport à leurs problèmes moraux. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus tout à fait les mêmes problèmes moraux. Nous avons d'autres questions qui se posent à nous, et nous ne pouvons pas utiliser la philosophie d'Aristote ou la philosophie de Platon. Ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien, ça. Une réflexion de ce genre n'est absolument pas utile,
Et je crois que ce sont des faux semblants au point de vue idéologique. Autrement dit, nous avons à nous comporter comme des sujets, c'est-à-dire que nous avons à créer maintenant la réponse aux questions qui se posent maintenant. Mais ça n'est pas donné tout fait. C'était pas donné tout fait pour les hommes primitifs, comme on dit, où ils ont beaucoup travaillé, beaucoup souffert, beaucoup réfléchi, ils ont créé leur univers vivable. Eh bien, à notre tour, nous avons évidemment à faire un univers vivable, mais un univers qui va avoir d'autres fondements spirituels et d'autres fondements moraux. Ça, c'est important. Et je pense que les chrétiens devraient y avoir un rôle dans cette recherche et dans cette invention, mais ils ne semblent pas tellement intéressés par les problèmes que la technique pose à l'homme. Alors, à ce moment-là, il faut redonner à l'homme la possibilité d'être un sujet, et ça entraîne des conséquences considérables. Il faut concevoir une éthique nouvelle, une morale nouvelle. Et deux éléments de cette éthique me semblent être, d'une part, j'en ai parlé à plusieurs reprises, la responsabilité. La responsabilité, c'est-à-dire que tout le jeu des techniques implique des responsabilités humaines. Et il faut que cette morale amène les gens à se sentir responsables. C'est facile et difficile. Combien de fois j'ai constaté que des ouvriers qui avaient en main des outils puissants se sentaient très responsables de ce qu'ils faisaient. Et pas responsables devant un patron, etc., mais ils cherchaient à ce que le travail soit bien fait et l'outil bien utilisé. Donc, une éthique de responsabilité, et le second aspect, c'est une éthique de non-puissance. Une éthique de non-puissance, ce qui ne veut pas dire une éthique d'impuissance. Ceci, c'est très important. L'impuissance, c'est ne pas pouvoir faire quelque chose, ne pas avoir les moyens. Une morale de non-puissance, c'est une morale qui consiste à dire « je pourrais le faire, mais je ne le ferai pas ». Et il faut beaucoup de maîtrise de soi. Et je donne souvent l'exemple de Jésus-Christ au moment de son arrestation. Jésus, quand il va être arrêté et que son disciple Pierre tire son épée, lui dit « remets ton épée au fourreau », ne sais-tu pas que si je voulais, j'aurais 12 légions d'anges qui viendraient me défendre, mais je ne veux pas. Jésus se laisse arrêter. Bon. Il avait la puissance, il n'a pas voulu l'utiliser. Donc, la technique nous donne des puissances considérables et il faut être suffisamment maître de soi pour ne pas utiliser toutes les puissances. Autrement dit, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut être capable de choisir. On va faire ça, on ne fera pas ça. Et en tout cas, on ne va jamais employer des moyens d'une puissance qui tend à écraser l'homme.
Je lisais ces derniers jours un livre du grand écrivain allemand Wiechert, dit Majorin, et il y a une phrase qui m'a paru magnifique. Wiechert dit: il faut passer d'un pays où l'on ne pense qu'à prendre pour entrer dans un pays où il est permis de donner. Eh bien, c'est ça, en réalité. Mais ça entraîne des conséquences immenses. C'est pas, pensez, nous le retrouverons sûrement, mais pensez aux relations avec ce que l'on appelle les pays sous-développés. Dans les pays sous-développés, nous ne pensons qu'à prendre. Et ce dont ils ont besoin, c'est que nous donnions. Et pas forcément qu'on leur apporte des appareils photographiques ou qu'on leur apporte des motocyclettes. Non. Il faut, je l'ai déjà dit, qu'on leur apporte ce qui correspond à leurs besoins. Mais ça entraîne alors pas seulement des changements moraux, ça entraîne des changements d'ordre économique et d'organisation. Parce que, par exemple, pour les pays du tiers-monde, si on leur apporte ce dont ils ont besoin, au lieu de leur apporter des armements dont ils n'ont pas besoin, si on leur apporte ce dont ils ont besoin, ça veut dire que nos usines, au lieu de produire des mitrailleuses, vont produire des objets utiles pour eux, en fonction de leurs besoins. Et ça implique une reconversion de notre économie vers de nouvelles productions qui ne nous seront pas utiles à nous. Ça n'améliorera pas notre balance commerciale, mais ça sera le pays où l'on peut donner. Alors, ça implique certainement, et ça ne fait pas plaisir quand on dit ça, ça implique certainement une économie d'austérité, c'est-à-dire que l'on n'a plus le droit de gaspiller. Et pour ma part, je suis toujours horriblement scandalisé de penser à tout ce que nous gaspillons tout le temps. Tout le temps. Quand je vois dans un ordinateur défiler les bandes de papier qui servent à rien, où finalement il y a une ligne que l'on pourra retenir, et qu'il y a 1 kilo de papier qui est sorti, mais ce papier c'est de la pâte à bois, ce papier c'est des forêts qui ont été détruites pour produire ce papier qui ne sert à rien. C'est du gaspillage. De même, dans notre consommation de nourriture, nous consommons beaucoup trop et nous gaspillons continuellement. Alors, c'est ça, une économie d'austérité. N'avoir que tout ce qui est utile pour vivre, mais ce qui est utile pour vivre. Et puis, tout le reste, le donner. Et on a fait le calcul depuis très longtemps, il y aurait largement de quoi alimenter la population du monde avec les gaspillages que nous effectuons. Donc, orientation, une économie d'austérité. Et puis une économie, l'autre grand aspect, une économie d'autogestion. C'est-à-dire composée de petites unités de fabrication, et non pas d'unités géantes, mais on revient vers la petite unité de fabrication, et autogérée, c'est-à-dire gérée par les intéressés eux-mêmes. Et il ne faut pas croire qu'ils sont incapables. Seulement alors, nous retrouvons une question que nous avons rapidement esquissée, ça prend du temps. Gérer une entreprise, ça prend du temps.
et autogéré aussi. Ça, je l'ai vu combien de fois avec les étudiants, quand les étudiants prétendaient autogérer leur syndicat, par exemple, ça leur demandait plus de temps de travailler en assemblée générale et que tout le monde participe et que tout le monde prend la parole, etc., plutôt que de désigner 3 ou 4 délégués qui vont faire tout le travail à la place. Non, il faut que ça soit autogéré. Et alors, vous savez probablement les problèmes de l'autogestion en Yougoslavie qui ont été tout à fait caractéristiques là-dedans. C'est que on mettait les usines en autogestion, donc les ouvriers passaient à peu près la moitié de leur temps à discuter de ce qu'il fallait faire. Donc l'usine cessait d'être rentable. Alors, le gouvernement reprenait l'usine, la réorganisait de façon autoritaire, ça fonctionnait, elle devenait rentable, etc. Et puis comme le gouvernement avait quand même une idéologie autogestionnaire, on redonnait l'usine aux ouvriers. Et ça recommençait comme ça chaque fois. Donc il faut admettre qu'on aura une productivité moindre, donc une économie d'austérité et une économie autogestionnaire. Je crois qu'on ne pourra pas sortir de la fatalité technicienne si on ne s'oriente pas vers des transformations morales dont je parlais et des transformations de type économique auxquelles je viens de faire allusion. Ça me paraît vraiment la mutation décisive qu'il faut arriver à effectuer dans notre société. Pourquoi on ne peut pas faire marche arrière? Parce que ce qui a été détruit est détruit. Parce que la façon de penser dans le monde occidental au XVIe ou au XVIIe siècle, elle n'existe plus. Les croyances, on ne les recrée pas artificiellement. Vous ne pouvez pas demander à l'homme du XXe siècle de croire aux mêmes choses qu'à l'homme du XVe ou du XVIe siècle. Ce n'est pas possible. Ça a été détruit. Bon. Vous ne pouvez pas vous servir des restes de ce qui existe de l'ancienne société pour construire la nouvelle. Il faut inventer le nouveau. La technique est... Les mégas. Oui, alors, la distinction faite par Boly-Bennett est extrêmement utile et dans un autre domaine, ça correspond à une étude qui a été faite en France par un physicien qui s'appelle Lagadec et c'était l'étude du risque majeur. C'est-à-dire que, je commence par Lagadec, c'est-à-dire que notre développement technique produit un certain nombre de risques. Bon, il y a des accidents d'automobile, ce sont des risques, chaque fois qu'on prend une automobile, on a un risque d'accident. Mais ce n'est pas un risque majeur. Nous pouvons actuellement nous trouver en présence d'un événement qui provient de l'usage de nos techniques et qui va déclencher un danger en face duquel nous ne pouvons rien. Si par malheur il y avait vraiment une catastrophe atomique, nous ne pourrions rien. C'est le risque majeur. La menace des guerres atomiques semble s'être écartée maintenant, mais enfin, nous avons vécu pendant au moins 20 ans dans la crainte qu'il y ait un accident, simplement, et que tout se déclenche. Et à ce moment-là, on avait, comme on l'a dit pour la première fois, la possibilité d'un suicide de l'humanité. Alors, de la même façon, il y a les micro-problèmes et les méga-problèmes. La technique, le technicien dans son laboratoire ne connaît jamais que des micro-problèmes. Tout simplement parce que
il est un spécialiste. Il est un spécialiste de sa question. Et dans la mesure où il ne réfléchit pas à l'existence du système technicien, il ne voit que ce qu'il y a dans son microscope, et pour lui, c'est ça le problème. C'est un micro-problème. Et on peut être sûr que ce micro-problème sera résolu, parce que les techniciens sont efficaces. Et même lorsque ce micro-problème prend une grande envergure, je pense actuellement à une maladie comme le sida, dont on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus importante qu'on ne l'avait cru au début. Mais l'important, c'est de trouver la réponse à ce bacille. Bon. Ça, le technicien la trouvera, j'en suis certain. Et il aura résolu ce qui nous paraît être un problème considérable, comme la plupart des maladies. Mais ça n'était qu'un micro-problème. Les méga-problèmes impliquent, d'une part, une prise de conscience très très étendue de la relation des techniques entre elles, donc la prise de conscience du système technicien. Et ici, aucun technicien n'est capable de répondre. Mais qui est capable de répondre devant un méga problème? L'homme politique, il n'a aucun moyen. Le philosophe, il ne peut que réfléchir, et c'est tout ce qu'il peut faire. L'homme de la rue, il ne sait pas de quoi il s'agit. Par conséquent, les problèmes importants, considérables du système technicien deviennent tels qu'on n'arrive pas à les saisir. C'est déjà d'une extrême difficulté d'analyser de quoi il s'agit. Alors comment y répondre? J'ai esquissé cette réponse du méga problème tout à l'heure en parlant de la mutation spirituelle et éthique d'une part et économique d'autre part, mais vous avez pu voir à quel point mes réponses pouvaient apparaître comme quelque chose d'idéaliste et d'utopique, parce que c'est un effet apparemment tout à fait utopique de penser que l'homme moderne va accepter l'austérité, etc., etc. Alors, je répondrai à cela, eh bien, il faut accepter de se lancer dans l'utopie. Et les utopies, c'est toujours dangereux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace qu'on ne le croit. Et les utopies du XIVe, XVe, XVIe siècle ont eu des conséquences après. Donc aujourd'hui, recréer une pensée de type utopique qui met en question cette situation de méga problèmes sur lesquels nous n'avons pas de prise, ça n'est pas sans efficacité. Je pense que les hommes pourront peu à peu entrer là-dedans. C'est une question de temps. Est-ce que nous aurons devant nous le temps suffisant pour arriver à prendre conscience et à trouver une réponse pour les méga-problèmes? Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que nous voyons les vagues à la surface. Ben, on va arrêter. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais savoir si vous débutez. Ah, pas maintenant, non. Quand nous aurons arrêté, Non. vers une demi-heure à peu près peut-être. Bien. Oui, nous voyons les vagues à la surface et pour celui qui est un marin, c'est une des choses dont il a à tenir compte. Mais quand je dis qu'en profondeur, il y a du calme, oui, il y a du calme, mais il y a des courants. En profondeur, toute la masse d'eau va dans une certaine direction. On ne le sent pas.
mais elle va dans cette direction. Et c'est ça, le système technicien, il ne fait pas de bruit, il ne fait pas de tempête, mais il va dans une certaine direction, comme le Gulf Stream. Et le marin, il est aussi obligé de tenir compte de ces courants sous-marins. Et c'est ce que l'on appelle dans le calcul d'une navigation la dérive. Il est obligé de tenir compte de la dérive qui provient du mouvement en profondeur de l'eau que l'on n'aperçoit pas. Et c'est ça le phénomène du système technicien, et c'est pour ça qu'il est tellement difficile de faire comprendre aux gens de quoi il s'agit, c'est qu'on ne le voit pas. Les tempêtes à la surface, ce sont tous les accidents qui sont provoqués par tous les instruments techniques. Ça, on le sait, même si on cherche à le cacher, c'est tout à fait étonnant la volonté de négation de ces accidents. Je pense, lorsque ça pourrait être intéressant pour des non-français, lorsqu'il y a eu la catastrophe de Tchernobyl. Nous avons eu le soir même une émission à la télévision par le plus célèbre des spécialistes de physique atomique français, qui a dit « l'accident de Tchernobyl, ce n'est rien du tout. Il n'y a absolument rien à craindre, ça n'est pas important, etc. » Quand on a commencé à avoir davantage de renseignements, 2 jours après, le même professeur est venu, et ça a été alors vraiment, je dois dire quand même, le public français a trouvé ça très drôle. Il a expliqué, eh bien oui, il y a un nuage radioactif qui se répand sur l'Europe, mais soyez sans crainte, il s'est arrêté exactement à la limite de la France. Alors, évidemment, dans des conditions pareilles, le public est porté à ne plus croire beaucoup les experts. Oui, je pense que là, alors, on s'est trouvé en présence d'une concurrence politique entre les nations. Les Russes avaient réussi le premier lancement d'un satellite habité. Il fallait que les Américains fassent quelque chose d'aussi fort que les Russes. Et alors, on a ajouté des quantités de raisons, il y avait des minerais extraordinaires sur la Lune que l'on allait exploiter, ça allait permettre de l'industrie, etc., etc. Tout ça, ce sont des discours absolument en l'air, mais il faut des exploits, des succès. Et même quand il n'y a pas de raison. Un autre exemple qui est extrêmement beau, l'année dernière, les États-Unis annonçaient qu'ils mettaient sur place le plus grand laboratoire que l'homme ait jamais pu créer dans l'espace, et qu'on le montait progressivement. Et alors, un de mes amis, qui est astrophysicien, a posé dans un congrès la question suivante, mais à quoi va servir cet énorme laboratoire? Et il a eu exactement cette réponse. Nous n'en savons rien, mais quand le laboratoire sera monté, on trouvera bien le moyen de l'utiliser. Autrement dit, c'est un exploit. On va faire le plus grand dans le monde, n'est-ce pas? Et puis, l'homme sur la Lune, c'était la même chose, c'est un exploit. Ça ne sert à rien, ça ne signifie rien, mais puisque la technique permet de le faire, faisons-le. Oui, alors, je voudrais rectifier parce que je ne crois pas avoir dit
que le milieu naturel disparaîtrait. J'ai dit que l'homme avait vécu jusqu'à présent dans un milieu naturel, qui était le milieu déterminant pour lui, et que progressivement ce milieu naturel était non pas détruit, non pas exclu, mais qu'il était progressivement subordonné, et que l'homme vivait de plus en plus dans le milieu technique, ce qui est autre chose. Et ce qui, par exemple, veut dire que jamais on ne remettra en question des progrès techniques ou des applications techniques en tenant compte du milieu naturel. Nous reprendrons plus tard la question des